Bienvenue dans les émotions d'entrepreneuriat. Eh ben, installez-vous confortablement, mettez vos écouteurs et bonne écoute. Bonne écoute. Ciao, ciao. Ciao. Bonjour à tous et bienvenue dans les émotions d'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Mathias. Salut Mathias. Salut Guillaume. Comment ça va ? Pas trop mal, ça va. Je digère gentiment le repas du midi. Ouais, c'est vrai que c'est le début d'après-midi là. D'ailleurs, je gonfle à vue d'œil. Ah ouais, ça c'est les fêtes de Noël. Aussi. Du coup Mathias, est-ce que tu pourrais nous raconter ton parcours depuis tes débuts ? Oh là là, donc je suis né... parcours depuis le début, en commençant avec un axe entrepreneurial, plutôt enfant, tout ça, comment j'étais, si j'étais beau, tout ça. Si j'étais réussi. Que dire ? J'étais un enfant assez réservé, je pense. Ce qui n'a pas forcément duré beaucoup. Quoique si, on peut dire que je suis encore réservé aujourd'hui. Mais j'ai chopé les codes, quoi. C'est normal, hein, quand on devient grand, on apprend les codes avec le collège, les copains, les premières réussites qui nous donnent confiance. Mais j'étais un enfant plutôt réservé. Et puis, je ne savais pas vraiment ce que j'allais faire dans la vie, comme beaucoup d'adolescents. Mais petit à petit, je crois que je me suis mis en situation de réussite et petit à petit, ça m'a amené justement à entreprendre des choses différentes. On va en parler, je pense, assez longuement, mais du coup, création d'associations. J'étais adjoint d'une commune et puis là, aujourd'hui, carrément PDG de Bobby Geek. Voilà, donc mon entreprise que j'ai créée d'animation rétro gaming. Ok, super. Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de ton association et ton parcours un peu pro ? Ouais, alors du coup, pour avoir... donc j'ai créé une association de rétro gaming sur le Mans, qui aurait pu très bien être créée d'ailleurs à l'époque, j'ai commencé à y réfléchir, j'étais encore sur Sablé-sur-Sarthe, je suis un Sartois de naissance. Et je revenais tout juste de l'armée, où j'avais passé des moments plutôt désagréables, mais ça m'a permis, pendant toute cette période d'armée, que je ne renie pas intégralement, parce qu'il y a quand même eu des bonnes choses, j'ai quand même collectionné énormément de jeux vidéo, parce que j'avais une puissance de frappe de militaire, et donc j'étais engagé, donc nourri, logé et blanchi. Et avec 5000 francs, à l'époque c'était encore en francs, on commençait à passer en euros. Okay. C'était en juin 2000. Et qu'est-ce qu'on fait de cet argent ? Quand on va pas bien dans notre peau, ce qu'on fait, on peut se tourner vers des sensations plus douces et plus sympas. Et donc c'est comme ça que petit à petit, je me suis mis à recollectionner, ou à collectionner tout court d'ailleurs, les consoles de mon enfance, celles de mes copains, celles qui me faisaient rêver dans les magazines, les émissions de télévision comme Micro Kids et compagnie. Et donc ça m'a permis, à la suite de l'armée, au moins de constituer cet énorme fonds de consoles qui s'est fait assez rapidement. Parce qu'il y a eu une prise de conscience assez rapide et à cette époque-là, le rétro gaming n'était pas encore, on va dire, en tête de gondole. Les gens s'y intéressaient assez peu et donc moi, ça m'a permis d'être assez rapide sur le coup et donc de faire une belle collection qui aujourd'hui s'élève quand même à 300, un peu plus de 300 consoles et 2000 jeux, donc des belles pièces qui me permettent aujourd'hui d'espérer de faire un musée. Donc ça sera d'autres entreprises à mener plus tard. Pour l'instant, j'y suis pas encore, mais en tout cas, c'est bien la direction que je prends depuis déjà quelques années. Et donc ta question, rappelle-la moi s'il te plaît. Je vais recoller. Est-ce que tu peux nous raconter du coup ton parcours pro suite après du coup à ton expérience militaire ? Du coup oui, à la suite de l'armée, comme j'ai pas franchement aimé ce que j'ai fait, j'ai fait un petit test de personnalité avec l'ANPE, c'était à l'époque, c'était encore l'ANPE. Après il y a eu Pôle emploi et aujourd'hui c'est France Travail, je crois. Donc, ça a tout le temps changé. Ouais. Ça a changé. Et donc du coup à l'époque, la petite dame qui s'occupait de mon dossier me dit il va falloir faire, vous savez pas trop ce que vous voulez faire dans la vie. Je dis non, j'ai raté mon bac 2 fois, donc c'était pas brillant les études non plus, j'étais pas trop motivé par tout ce que je pouvais faire. J'avais pas encore trouvé l'axe, le truc qui me rendait utile peut-être, ou qui me rendait fier de moi suffisamment pour pouvoir continuer à avancer. Et donc petit test de personnalité qui fait apparaître que je suis fait pour le social, pour accompagner les gens, que je suis assez bienveillant, que j'ai une bonne écoute, et du coup ça m'a naturellement dirigé vers l'animation et j'ai passé un diplôme d'animateur un petit niveau, donc le BAPAT à l'époque qui est aujourd'hui le CPGEPS, donc c'est un niveau 5 autrefois, mais aujourd'hui je crois qu'on a inversé, on est passé à 3 les petits niveaux, 4 les bacs et 5 les bacs plus 2 ou 3, mais à l'époque c'était donc bac moins 2, j'aime bien dire CAP animation à l'époque. Mais ça m'a permis de postuler, donc en 2000, j'ai eu mon diplôme en 2006. Et toujours avec ce rétro gaming en toile de fond quand même, que je n'abandonnais pas, mais en tout cas j'étais en train de me former professionnellement en parlant.
Et en 2006, je vois une annonce pour postuler pour une commune. Et au début, c'était un peu fermé. J'avais eu le bon plan par mon beau-frère qui m'avait dit il y a une ludothèque avec laquelle on bosse. Parce que ma soeur travaillait aussi dans les dans les jeux de société avec son copain. Et du coup, aller vers les ludothèques du département, et donc avait pris connaissance qu'il y avait un poste créé pour faire animateur de la ville, de la commune, pour animer notamment la ludothèque, mais aussi d'autres activités dans la commune. Et du coup, ça m'a permis de prendre connaissance de cette activité, ce pour laquelle j'ai postulé, et j'ai eu donc mon poste, mais en juin 2007, et pour être animateur enfance-jeunesse de la commune de la Bazoge. Et c'était super, j'y suis resté 11 ans, j'ai appris plein de choses. On m'a demandé de créer le centre de loisirs, donc j'ai créé le centre de loisirs. On m'a fait passer le BFD pour être directeur, j'ai passé le BFD que j'ai eu. Et puis donc j'ouvrais aussi une ludothèque le matin, une salle des jeunes le soir déjà. Et puis le temps du midi, je m'occupais des gamins. Et puis quand il y a eu l'étape qui sont arrivées, donc la nouvelle réforme du gouvernement, les aménagements du rythme scolaire, fallait favoriser les apprentissages classiques et durs le matin. Donc c'est pour ça qu'on a libéré... on a mis les maths et le français le matin, et l'après-midi on était un peu plus soft pour pouvoir faire des apprentissages un peu plus cool, l'art plastique, le sport, la musique. Et puis du coup aussi pour les écoles primaires, moi je faisais un petit peu, j'organisais toutes les activités qu'on pouvait proposer aux enfants. Ça pouvait être la langue des signes, montage vidéo, tu faisais plein de trucs. Donc là j'étais le coordinateur d'étape à cette époque-là. Donc voilà, ça m'a formé pendant 11 ans, donc j'étais fonctionnaire à cette époque-là. Ok, voilà. Super. Et du coup, à côté des jeux vidéo, tu as toujours cette passion et que tu maintenais. Donc oui, c'est vrai que quand on est fonctionnaire, j'avais déjà vu des reportages, mais beaucoup de personnes le disent et en témoignent, quand on est fonctionnaire, on a un peu plus de temps évidemment que quand on travaille dans le privé, quand on est restaurateur par exemple, ou n'importe quel autre métier. Et du coup, ça m'a permis de m'investir et d'essayer de regrouper des personnes avec la même passion que moi, pour histoire qu'on s'identifie sur le département. Et c'est comme ça que petit à petit, Rétro Taku est né, en essayant de regrouper des amis qui avaient les mêmes sensibilités que moi, les mêmes envies de partager cette culture. Donc on s'est mis à se retrouver et j'ai créé Rétro Taku sur la Bazoge, la commune sur laquelle j'avais été embauché justement en 2007. L'adjoint, pour info, pour la petite histoire, l'adjoint à l'époque des affaires sociales, donc l'adjoint des assos, m'a dit, s'adressait donc à l'agent communal qui est fraîchement arrivé. Mathias, t'as pas une assos? On sait des fois que t'aurais une assos parce qu'on est en train de restaurer un ancien local médical qui va pouvoir servir à plein d'assos. Il y aura une salle commune, il y aura des petites salles d'attribués. Et là, un petit peu au bluff, un petit peu au flanc, j'avoue. Petit crime avoué, faute à pardonner. J'ai dit oui, j'ai une association sur les ordinateurs, les vieux jeux vidéo et tout ça. Et du coup, c'était pas le cas, je n'avais pas encore créé la sauce, mais en tout cas, je l'ai fait un peu par anticipation et ça a permis au moins de bénéficier d'un local qui arrivait un an plus tard, donc le temps que je crée l'association finalement. Donc il faut avoir un petit peu de couilles quand on est quand on est entrepreneur, et là j'avoue que j'ai fait un petit pari, mais pas un gros risque non plus. Ouais, c'était un challenge un peu. C'était un petit challenge. Ouais. Ok, et du coup maintenant t'es freelance, t'es vraiment ta boîte, comme tu disais, t'es PDG. Et qu'est-ce qui t'a aidé du coup dans ta transition pour vraiment totalement faire ça? Disons, comme on l'a dit déjà, la première chose, la base, c'était déjà de réunir du matériel suffisamment pour pouvoir animer, accueillir du monde, récupérer des télés, des consoles. Donc j'avais beaucoup de consoles en boîte qui me permettaient aussi de viser pour moi le rêve ultime du musée, mais assez vite je me suis dit faut animer le public. Comme j'étais animateur par ailleurs, je me suis dit ça serait dommage de pas aussi devenir animateur du rétro gaming. Donc j'avais déjà ce fonds de consoles déjà rassemblé depuis un certain temps. Et quand j'ai eu l'opportunité en effet de quitter la fonction publique, alors j'ai d'abord cohabité mes deux activités avec ma fonction qui était devenue directeur des espaces jeunes pendant les 6 dernières années de ma fonction publique. Et du coup en parallèle sur mes week-ends, les temps libres, les vacances, ça me permettait de répondre à des demandes et puis entretenir mon matériel, acheter de nouvelles consoles parce que le rétro gaming a aussi pris beaucoup à flamber au niveau des prix. Et puis voilà, donc c'est comme ça que, assez naturellement finalement, il y a maintenant bientôt un an, j'ai franchi le cap et je suis passé à 100% entrepreneur. C'est beau. Merci. Et à quoi ça ressemble une journée type quand on est freelance rétro gaming?
Eh ben, la journée ne se ressemble pas trop, a priori, parce qu'il y a des moments où, évidemment, quand je suis en intervention, là, c'est la face visible de l'iceberg. Hein, c'est là où je sors dans mon habit de lumière, mon t-shirt Bobby Geek, mes consoles, et je passe toujours un excellent moment. Le public me le rend bien. Mais entre ces temps-là, évidemment, il y a des devis à faire. Donc là, par exemple, ce matin, j'ai reçu peut-être un futur partenaire prestataire, enfin un partenaire qui risque de me faire bosser pour des enfants qui ont public plutôt ado, qui ont besoin d'être accompagnés. Et donc, on va réfléchir un peu. Il y a un peu d'ingénierie, un peu de recherche. Et ça, c'est aussi ce qui m'intéresse, c'est de créer des choses qui n'existent pas forcément. Donc, peut-être que ça va donner naissance en septembre à un futur partenariat et avec une structure du coup. Et mais sinon, ça peut être aussi aller faire une veille un peu sur Internet, lire les articles. Qui peuvent des fois me nourrir aussi au niveau de ma culture. C'est intéressant de pouvoir après échanger avec les gens et puis de restituer aussi ce que je pense. Alors même si j'ai pas la science infuse, parce que ça, personne ne l'aura jamais. Mais bon, voilà, j'aimerais bien peut-être passer un petit diplôme, une petite capacité, ça doit pouvoir se faire, pour pouvoir être un peu historien des jeux vidéo à un petit niveau, mais je pense que j'ai déjà acquis pas mal de choses, ça serait le moment de faire une validation des acquis. Après l'animation en elle-même, bon ça après, comme j'ai dit, ça c'est assez facile pour moi, c'est assez inné, je vais facilement vers les gens, je fais gaffe évidemment à tout le réseau électrique, je fais gaffe à ce que je mets comme jeu, au niveau de la sensibilité du public, et puis ce qui est intéressant, c'est que je viens avec des consoles avec des cartes SD dessus, donc faut pas en faire commerce, c'est de l'émulation, mais par contre pour animer on peut tout à fait utiliser ce genre de matériel qui est bien commode, plutôt que ramener une trentaine de jeux. Au moins les gens avec 3 mots-clés, souvent ils se souviennent pas, ça fait 30 ans, 40 ans. Et donc avec 3-4 mots-clés en général, moi j'arrive à resituer à peu près c'est quoi le jeu de l'époque et sur quelle console, donc ça me permet de le remettre du coup. Et là, Madeleine de Proust, c'est incroyable, là d'un seul coup on retrouve les gens tout petits, ils sont comme des enfants et on voit les yeux qui se dilatent, et ça j'adore, cet effet magique sur mon public quoi, en fait. Oui, il y a ce côté humain. Voilà, c'était quoi ta question exactement, parce que là je me perds un peu. C'était ta journée type. Voilà, donc oui, comme j'ai dit, donc de la veille, lecture, faire des devis, faire des rencontres. Des fois, je fais pas grand-chose. Quand j'ai pas envie, je fais pas. Après, c'est pas très valorisant. Je fais des parties d'échecs parfois pour passer le temps aussi, ça m'arrive. Des fois, je me lance une console. Enfin, je lance une console. Je lance pas en l'air, non. Je lance un jeu sur une console. Une belle PS5 quand même, pas flambant neuve, on va dire, mais je l'utilise assez peu. Donc, j'ai été prendre chez un pote plein de jeux. Faut que je te fasse des tests quand même pour savoir ce qu'on fait aujourd'hui. C'est intéressant de savoir ce qu'on fait aujourd'hui, parce que moi, je montre un peu le départ, mais comme ça, j'ai la trajectoire, quoi. Ok. Et quels sont tes plus grands défis de travailler dans ce domaine très spécialisé ? Bon, le plus grand défi, pour l'instant, je m'en suis pas donné beaucoup. Si quand même. Là, actuellement, j'ai encore une rupture conventionnelle avec mon ancien employeur. Donc actuellement, j'ai encore le matelas de quoi voir venir encore 1 an et demi, un peu moins d'1 an et demi. Mais le but, c'est de rendre viable mon activité à 100% sans cette aide, du coup, qui vient encore. Et donc développer encore mon activité suffisamment sur les centres de loisirs. Ou sur les fêtes de village, ou des partenaires, comme là ça va peut-être se faire en septembre, des écoles adaptées ou des structures adaptées. Voilà, donc je continue à prospecter, et le plus grand défi pour moi aujourd'hui, c'est simplement de maintenir mon activité, parce que j'ai encore 20 ans à tenir en professionnel avant de la retraite. Et puis un jour peut-être, alors, le plus grand des défis, ça serait de pouvoir quand même créer mon musée, avec pourquoi pas une structure, une commune qui serait prête à le faire avec moi, à vivre l'aventure, et ça voilà. Donc faire parler de moi dans tous les cas, et entretenir mon matériel, développer ma collection, ça va dans le bon sens. Maintenant, sinon il faudra que j'achète le local moi-même, et là 200-300 000 euros pour acheter un local, le restaurer, le rendre conforme, c'est quand même du boulot. Oui, c'est sûr. Ça sera fait que dans 20 ans peut-être. Alors que si je peux le faire d'ici 4-5 ans, 10 ans, c'est mieux. Je serai encore en forme. Ça serait ton rêve, quoi. Ça sera mon rêve réalisé. C'est un peu l'histoire de ma vie, hein. C'est un peu mon combat de vie, je pense. Mais ça, les gens qui me connaissent doivent le savoir maintenant. Ma femme, je pense. Je vais pas faire illusion. Je pense qu'elle sait que tant que je l'aurai pas fait, ça va être compliqué de lâcher les armes. Donc je continue à me battre pour accéder à mes rêves. Réaliser mes rêves, on va dire. Tu maintiens ton objectif. Complètement. C'est cool. Et du coup, quand tu as eu cette passion pour le rétro gaming, comment tu as réussi à la transformer pour que ça devienne vraiment des projets concrets et partiellement viables?
Ben, ça s'est fait naturellement. Je pense que c'est une nature à partager. Ça, c'est un truc, voilà, ça se voit au fond de moi. Déjà, enfant, on me disait, j'avais beau être réservé, comme je disais, mais l'attraction, la stimulation d'aller vers l'autre et de créer des liens était déjà très fort. J'allais sur une petite île en vacances, mes parents me disaient, on était toute une bande de gamins. C'était souvent moi qui animais ou qui donnais les idées. En tout cas, je me retournais, je faisais quelque chose et je me disais, tiens, il y a toute une bande derrière et puis on faisait les choses ensemble, quoi. Ah oui. Donc quelque part j'étais un peu un animateur né je pense et du coup ça s'est assez naturellement fait de passer de mon boulot, de mon envie de partager avec le matériel qui était à côté. Ça aurait été un crime presque De rien faire. de rien en faire de ça. Donc voilà, donc je fais ce qui me paraît être juste et ce qui me paraît être motivant. Donc je le fais, finalement j'ai aucun mérite. C'est facile pour moi. Oui, après, quand c'est une passion, il suffit d'avoir le matériel et puis de dire. Et puis on a On va moins faire l'impression de quelque chose. travailler en plus. Bah, j'ai pas du tout l'impression de travailler en effet. Là, j'attends avec impatience les prochaines. J'ai eu une période un peu plus creuse décembre et janvier, mais là j'ai hâte de remettre le couvert, de refaire des structures, des rencontres, parce qu'à chaque fois c'est incroyable. Puis ça rouvre encore à nouveau sur de nouveaux chantiers, de nouvelles pistes à explorer. Donc c'est stimulant quoi. Ah, c'est cool. Et du coup, à travers ton association, comme c'était un peu du coup le début vraiment d'une structure, comme tu nous as expliqué, est-ce que tu pourrais nous raconter ton expérience et comment ça s'est passé au début? Bah, du coup, j'avais besoin de toujours de la même démarche de partager. J'avais conscience que tout seul, je pouvais pas non plus aller bien loin, quoi. On a toujours besoin d'être entouré dans la vie et plutôt des bonnes personnes si possible. D'ailleurs, aujourd'hui, la personne avec qui je me suis beaucoup appuyé pour créer la sauce, on a vraiment formé un bon binôme. J'ai toujours comme copain et on est toujours aujourd'hui dans des activités respectives. On peut toujours compter l'un sur l'autre et ça, je trouve ça super. Et donc du coup, voilà, j'avais conscience qu'il fallait qu'on se réunisse et qu'il fallait qu'on forme un bloc, un tout, et puis bah, ne plus penser individuellement, mais penser collectivement. Donc c'est pas toujours facile. Hein. Je suis passé par des moments. Le management, c'est un vrai métier. Hein. J'étais pas forcément un très bon manager. J'étais plutôt quelqu'un qui avait envie de faire. Comme j'ai dit tout à l'heure, enfant, j'avançais, je faisais, et puis d'un seul coup, comme j'étais assez bienveillant et envers tout le monde, bah, on me suivait parce que bah, on aime bien suivre les gens qui sont gentils en général. J'aurais donné des coups de fouet, je pense que j'aurais pas été beaucoup suivi. Donc j'ai fait la même chose avec la sauce, hein, je l'ai fait un peu avec le bon sens, mais des fois ça manquait certainement un peu de structure, un côté un peu administratif que je n'ai pas forcément, c'est pas inné pour moi. Je me suis fait violence dans mon boulot en tant que directeur, je suis bien obligé quand t'emmènes des gamins à l'autre bout de l'Europe en train, tu verrouilles les choses et oui. puis les parents ils veulent te faire confiance. À la fin ils sont contents que c'est toi qui ai emmené le convoi, mais des fois à quel prix l'énergie que ça envoie pour pouvoir tout structurer comme il faut, c'était pas toujours facile. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Ouais, carrément. Qu'est-ce que cette expérience associative t'a apporté en termes de gestion et d'apprentissage? Bah justement, donc les relations humaines, un petit peu. Hein, moi, au même moment, j'étais un peu petit manager, on va dire directeur de centre de loisirs avec des directeurs, mais avec des animateurs. Mais là, on les paye, donc c'est pas tout à fait pareil. Avec une association, on est tous bénévoles, donc on peut pas exiger des gens. Faut qu'ils puissent s'impliquer, faut leur donner de la place. Et en même temps, si personne n'en voit rien, ça tourne en rond. Donc j'étais beaucoup celui qui lançait les idées, on va dire, et j'étais. Par contre, à la fin, c'est toujours difficile de se dire qu'on a lancé beaucoup de projets et on aurait voulu être un peu plus épaulé là-dessus, mais certaines personnes n'osaient pas et pensaient qu'on voulait juste lancer les projets, mais c'était pas le cas. Il fallait le faire, en fait, c'était plus la mission. Ouais, bah donc du coup, ouais, toujours cette gestion management un peu humain, faire aussi beaucoup de com. Moi, j'avais déjà un réseau de dingue avant de créer l'association. J'étais sur 25 sites différents pour parler de ma passion, partager. Alors je parlais à l'époque de l'antre du Bobby, c'était déjà ma collection qui grandissait. J'avais envie de la partager déjà, donc j'avais partagé virtuellement les nouvelles pièces. C'était pas du matu vu du tout, je pense pas. C'était fait très naturellement parce que ça me faisait rêver de voir aussi les collections des autres, donc j'avais envie de le faire aussi. Et puis j'essayais d'y mettre des petits mots amusants, j'essayais de le mettre un petit peu en scène. Je venais de quitter l'armée, donc du coup je faisais souvent le rapport j'avais une super nana que j'avais trouvé, une petite figurine mignonne,
que j'avais mis en haut de ma collection sur une étagère et qui était un peu mon sergent, le sergent instructeur, celui qui surveillait. J'avais le capitaine de Kermit, j'avais un Kermit qui était accroché aussi aux étagères. Enfin, ils avaient tous des fonctions de militaires dans, dans ma petite passion, dans l'entre du Bobby. Et donc je les ai conservés ces choses-là aujourd'hui. Hein. J'en ai fait déjà 4-5 des installations différentes et ils sont encore à droite et à gauche, on peut encore les voir. Ils ont encore un œil surtout. Ils surveillent. Ah, bonne question. Pourquoi Bobby? Pour moi, Bobby, c'est un peu un lambda. C'est quelqu'un de simple. C'est un peu monsieur tout le monde. Un peu comme Bob, Robert, Jean, Billy. Donc, Bobby, je voulais, à l'époque où j'ai créé mon pseudo, Jack, j'aimais bien Jacques Higelin. J'aimais bien Jacques Bourgard dans Mon nom et personne. J'aimais bien Bobby Fischer, joueur d'échecs. Donc voilà, tout ça cumulé, je pense qu'à un moment donné, je me suis dit... Alors, l'idée, c'était plutôt l'idée de renvoyer donc c'était un prénom composé et puis plutôt sonorité américaine du coup. Je sais pas pourquoi ça, le côté américain, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, il y avait le côté d'être un peu un kidam. Je voulais un peu porter l'idée qu'on pouvait être personne, parce que je suis conscient d'être toujours aujourd'hui personne, mais qu'on pouvait quand même faire des trucs incroyables quand on était porté par l'énergie, entouré des bonnes personnes. Et je pense que c'était ça que je voulais mettre en avant. En fait, pour la petite histoire, oui, il y avait des gens à cette époque-là sur les forums, hein, je parcourais les forums, et il y avait des choses qui m'agaçaient, comme souvent les gens qui se plaignaient que les choses se passaient à Paris, et ils étaient là, ah, ça se passe encore à Paris. Et donc moi j'ai attrapé mon clavier et je disais arrêtez de vous plaindre les gars, vous avez qu'à le faire chez vous au lieu de toujours vous plaindre que ça soit pas à votre pied, faites-le donc là, enfin attendez pas qu'on vienne vous le faire à votre place. Et du coup j'ai un peu suivi ça, c'est comme ça que j'ai créé l'association. Je me suis dit hop, je vais mettre en application mes bons conseils et puis je vais créer le truc chez nous. Voilà. Super. Ok. Et quelles émotions te traversent le plus souvent dans ton quotidien de freelance? Les émotions doivent être multiples. Je ne sais pas si je les ai bien identifiées. Des fois, il y a des moments de solitude quand même, parce que quand les enfants partent à l'école, ma femme aussi part au boulot, tu t'en retrouves tout seul. Du coup, c'est quoi la motivation pour sortir du pyjama et aller bosser dans la dépendance qui est en face de la maison? Donc on reste facilement sur le canapé à faire une petite partie d'échecs pour se mettre en jambe. Mais ça, c'est une première émotion, on va dire un peu de solitude des fois. Mais sinon, beaucoup de fierté. Voilà, quand on a reçu un coup de fil qui souvent nous stimule pour le reste de la journée, hein, une structure qui vous appelle, qui vous demande un devis, et là tu fais waouh, génial, on vient me chercher. Et puis là, on n'a plus qu'une envie, c'est de faire le devis, et puis en général, il est fait assez rapidement derrière. je tarde pas trop. Et du coup, ça me met dans une bonne dynamique, et en général, derrière, voilà, j'ai à nouveau du courage, je remonte les manches, je retourne dans mon antre, et là, je commence à faire des tests parce que j'achète aussi du matériel, il faut le réparer. Enfin, il y a tellement de choses à faire. Ça pourrait être le boulot d'une entreprise avec 10 salariés presque. Mais voilà, j'ai pas les sous pour employer 10 salariés en tout cas, ça c'est sûr. Et du coup, ta famille, ta femme, tout ça, ils sont vraiment dans le soutien de ce que tu fais? Alors oui, ils comprennent bien. Ils m'ont toujours laissé complètement maître de mes décisions. J'essaye moi en contrepartie de pas trop impacter ma famille. De faire en sorte de respecter, de pas, quand je pars un week-end, j'essaye de faire en sorte que la maison soit pas trop dégueulasse, de faire en sorte de savoir comment va gérer ma femme, s'il y a des trucs que je peux faire par anticipation. Et eux, à côté de ça, ils me laissent facilement partir. Enfin, en tout cas, mes enfants maintenant sont vieux, donc ils n'en ont plus rien à foutre. Ils sont plutôt contents quand papa il part pas. Il part en ce moment, ou les parents, même d'une manière générale. Ouais. Mais en tout cas, voilà, on essaye de trouver notre équilibre et ça se produit pas trop mal. J'ai emmené ma grande de 17 ans à une époque qui me suivait pas mal sur un événement geek et je l'ai pas forcé. Ma femme dès le début, les consignes c'était tu vas pas les intoxiquer avec tes trucs, hein, donc on se connaît depuis 99 avec ma femme, donc j'avais pas commencé la collection de jeux vidéo. Mais du coup je les ai pas forcés, j'ai fait, et puis à un moment donné de temps en temps ils m'ont suivi, et puis il y en a une qui a un petit peu mordu dedans, l'autre un peu moins, mais ça viendra peut-être. En tout cas je les ai pas forcés et je pense qu'ils sont quand même assez fiers de temps en temps. Alors après c'est toujours pareil, hein, y a des consoles à la maison, ils commencent à avoir l'habitude de voir papa à droite à gauche dans certaines interviews, on va dire, journal ou radio ou télé, podcast. Je suis toujours mauvais à ce jeu-là, mais enfin j'essaye de faire ce que je peux. Mais en tout cas voilà, donc ils sont vaccinés complètement. Il y a moins de fierté qu'à une époque, mais je suis sûr que de temps en temps quand je chope des discussions entre leurs copines, tout ça, je me dis tiens, ils pensent ça de moi. Ah ouais, d'un seul coup. Je suis sûr qu'ils en parlent, ils disent ouais oui, papa. C'est des ados de 14 ans, 17 ans, ils vont pas se vanter devant nous. Sûrement pas.
Ouais, mais c'est vrai que tu as eu pas mal de petites interviews, de petits journaux. Et j'avais même vu que tu faisais partie d'un des plus grands collectionneurs de France de jeux vidéo. Oui, bah ouais, du coup, après c'est pas facile de se juger, de se situer dans tout ça. À une époque, on s'était tous repérés, on était 100, 200 collectionneurs, donc on voyait à peu près comment on se situait par rapport aux autres. Mmh. Mais aujourd'hui, il y en a certains qui sont peut-être restés un petit peu reclus, qui se montrent pas, donc on sait pas comment ils vont se situer, mais Oui. j'estime à peu près être dans les plus gros, ouais, on va dire, mais dans les 20 premiers ou 10 peut-être, mais ça dépend parce qu'il y a des gens qui ont des bandes d'arcade, ça vaut super cher, donc il y a beaucoup de matériel. Moi j'ai beaucoup de consoles par exemple, mais j'ai aussi un truc que les autres n'ont pas forcément, c'est des dessins de jeux vidéo uniques, exclusifs, qui sont des couvertures de magazines ou carrément des commandes que je passe auprès des auteurs. Lorsque j'achète une autre couverture de magazine, cette fois pas jeux vidéo mais plutôt BD. Et donc du coup, ça me permet d'avoir une petite particularité en tout cas que d'autres n'ont pas forcément ou n'ont pas forcément aussi bien. Et là, je pense que là, en illustration de jeux vidéo, là, je suis un des meilleurs. Mais enfin en France, je pense. Mais on peut toujours se trouver plus fort en fait. C'est pas une question non plus de concours ou quoi que ce soit. Hein. Mais faut savoir. Voilà, je pense que par contre, je suis un bon animateur. J'ai aussi cette volonté comparé à d'autres. Certains ont du matos mais savent pas comment le partager. Ben, voilà, c'est un fait. Bon, moi, je sais comment et j'ai qu'une envie, c'est de le faire. Mais en contrepartie, mon matos s'abîme, forcément. Oui. À force de tourner entre les mains, les manettes tombent. Des fois, les gamins, ils retirent les jeux d'eux-mêmes ou ils changent de jeu. Ils n'atteignent pas la console ou ils insèrent la cartouche de jeu dans le mauvais sens. Bah, ça pète des petites pattes en plastoc. Tu fais, bon, bah, le jeu, il vaut plus 40 balles, il en vaut plutôt que 25 maintenant. C'est des trucs comme ça, quoi. Ouais. Voilà. Ok. Et est-ce que ta famille, ils jouent des fois à tes consoles ou c'est vraiment pour le boulot et ils n'ont pas le droit de les toucher? Alors, ils ont le droit d'y toucher, ça c'est sûr. Okay. Et même je suis plutôt content quand je sors. Ça m'est arrivé de sortir pour la grande qui m'a un peu plus suivi. Je sais qu'elle est fan de la Game Boy Advance SP parce qu'elle a trouvé que c'était un beau petit outil, un petit bijou que j'avais moi-même quand j'avais une vingtaine d'années. Avec un petit clapet auto-éclairé, donc c'était déjà un beau petit bijou. Et puis ça lisait des petits jeux Zelda dessus, donc elle est tombée amoureuse de ce jeu-là aussi. Elle adore cette saga maintenant. Ouais. Donc elle est très très geekette de ce genre de jeu un peu RPG action, mais elle est aussi fan des Sims. Alors sur ordinateur, elle joue à Sims 4, et elle a joué beaucoup à Minecraft. Et voilà, les autres jouent un peu sur téléphone. La petite a essayé Zelda aussi, mais c'est moins prenant. Elle n'a pas fait 4 ou 5 parties d'affilée comme la grande. Breath of Wild, hein, c'était ça sur Switch. Je sais pas si tu as joué à Breath of Wild toi. Et non, j'ai pas eu l'occasion. Oh là là, qu'est-ce que J'ai c'est arrêté à la DS. J'ai fait tous ceux sur la DS et après Switch, j'ai pas suivi. Sympa aussi, tu me diras. Ouais. Donc voilà, donc elles jouent, elles ont accès si elles le souhaitent, mais elles vont pas jouer à Bomberman 94 comme moi sur mes stands. Elles demandent pas, elles réclament pas malheureusement. J'aimerais bien jouer avec elles. Elles verraient à quel point papa c'est une bête à jouer là. Mais je les entraînerai pour gagner la championne de France, mais j'ai pas cette possibilité malheureusement. Ouais, et du coup, on parlait des émotions juste avant. Est-ce que tu as des périodes de doute qui te feraient, je sais pas, tu te dis, ouais, c'est trop galère en ce moment Est-ce que tu as déjà eu ces moments-là? Des périodes, peut-être pas. Des petits moments qui traversent l'esprit, je te dis, c'est des moments où tu te sens un peu naze parce que tu as passé 3 heures à jouer aux échecs. Ouais. Comme un naze, tu es resté en pyjama toute la journée, dans le noir, tout seul. Donc là, tu as un petit doute qui s'installe. Oui. Heureusement, le coup de fil qui sonne pour te faire un devis, ça essuie tout ça. Oui. Et ça remet de la lumière dans tout ça. Mais donc des petites périodes de doute, oui, mais d'une manière générale, je suis à peu près sûr de mon coup. D'ici un an et demi, ça va être viable mon histoire. Et de toute façon... Mais c'est le temps que ça décolle. C'est le temps que ça décolle, et puis c'est déjà bien. Je veux dire, j'ai de la chance, j'ai d'autres collègues qui me voient sur internet ce que je publie et tout ça. Hein, ils me jugent, ils considèrent que je suis hyper actif et que j'en fais plein, enfin que je suis partout à la fois. Ils savent pas comment je fais, c'est quoi tes secrets. Bah, je dis déjà, ça fait 20 ans que je fais ça, 25 ans. J'ai eu des passerelles avec mon métier. Le matériel, comme je l'ai dit, je l'ai constitué pendant que j'étais militaire. C'était plus facile, ça valait moins cher. Et puis bah, j'ai ce désir. Alors eux aussi, ils ont ce désir-là, évidemment, mais on va dire que oui, aujourd'hui, je suis bien armé. Et puis j'ai une facilité de communication. Si j'ai un pote qui fait pas ce boulot-là, mais qui est aussi un auto-entrepreneur qui me dit souvent toi ta force c'est ta communication, donc c'est vrai que j'essaye de publier 1 à 2 fois 3 fois par semaine pour rester un petit peu dans les cœurs et dans les yeux et les oreilles des fois.
Donc voilà, c'est ce que j'essaye de faire. Et puis essayer de montrer des trucs qui sont pas trop courus non plus. Enfin, je trouve ça, je vais pas faire la même chose que mon voisin. Alors, évidemment, j'ai rien contre mon voisin, mais c'est une expression. Mais je vais pas faire ce que tout le monde fait. Enfin, je vois pas l'intérêt. Je préfère faire un truc qui n'existe pas ou montrer. J'ai toujours une ou deux publications d'avance. Là, j'attends avec impatience de montrer d'ici quelques jours qui viennent une console taïwanaise. Vous allez voir sur les réseaux, mais c'est très rare. Ouais. Enfin, moi-même, il y a même pas un mois, je savais pas que ça existait cette console, donc je me suis un peu renseigné. Il y a très peu de renseignements dessus d'ailleurs, et donc c'est intéressant. Mais ça fera partie, pour mon futur musée, ça sera très intéressant de l'avoir, mais c'est pas une console agréable à jouer, hein, bon du tout. Mais bon, pour la pièce, C'est pour la collection. c'est pour la collection. Et en parlant de réseau, où est-ce qu'on peut suivre ton travail? Mon travail, on peut le suivre à 3 endroits différents. Pour les anciens du gaz, comme moi, bobbygeek.fr sur mon site. Et voilà. Je tiens avec plaisir. Je fais le ménage, c'est propre. Je publie pas à chaque événement. Hein, c'est pas comme un réseau social. Mais je vais mettre en avant des événements que j'ai fait et que j'ai envie des fois de restituer aussi. On m'a apporté beaucoup. Il y a eu des prestataires qui m'ont fait confiance. Je ne l'ai pas encore forcément beaucoup communiqué, donc c'est un truc que je veux graver dans le marbre. Donc il arrive sur mon site, celui-ci, et là j'essaye de mettre un peu les formes, je mets des belles photos, et je raconte un peu l'histoire, ce qui s'est passé en fait. Là j'illustre les moments, et puis il y a les 2 autres endroits un peu plus light, on va dire, où je peux montrer plus les pièces de collection que j'achète, des petits billets d'humeur des fois. Donc là c'est bobbygeek slash, c'est pas slash d'ailleurs, je sais pas comment ça s'appelle, la barre, la grosse barre C'est dessous. underscore, je crois. Underscore Ouais. Bobby Retro Gaming, Ouais. et puis Bobby Geek tout court sur la page Facebook. De toute façon, on mettra tous ces liens en description. Ouais, c'était Instagram, le Bobby Geek underscore Retro Gaming. Ouais, super. Ok. Et est-ce que tu aurais des conseils pratiques à donner pour réussir dans sa transition professionnelle tout en suivant sa passion? En conseil, faut être. Pour moi, alors du coup, moi j'ai été fonctionnaire, comme j'ai dit, j'ai créé une activité accessoire. Donc, faut demander déjà pas de blanc auprès de son employeur, dire est-ce que je peux créer une activité qui me fera bosser que sur mes temps morts, enfin sur les temps, les vacances, les congés. Et puis, il y a une petite commission déontologique, on appelle ça, pour savoir si c'est pas en conflit direct avec ton travail aussi, si tu vas pas vendre des trucs interdits par la loi et qui, du coup, en faisant une recherche sur Internet, ça mouille indirectement ton boulot. Donc, il y a tout ça. Donc ce que je conseille de faire, c'est déjà d'être clair avec votre employeur pour réussir la transition. Ensuite, d'y aller petit à petit, hein, on peut pas se jeter comme ça à l'eau, partir de zéro, c'est pas possible. Donc on parle bien de transition là. Hein. Moi j'avais une assise assez importante. Ma femme aussi a un métier intéressant et important aussi. Donc faut en parler avec votre couple, parce que s'ils sont pas prêts à vous suivre, il y aura des concessions à en donner, ça va forcément frotter un peu. Donc ça c'est important aussi. Donc être prêt à vous lancer. Puis après, le bon moment, il arrive vraiment jamais. Hein. Donc là, c'est les opportunités à suivre. Le moment, c'est quand on se lance. Ouais, quand on se lance, ça on le sait jamais. Faut être habité par le truc. Et puis moi c'est mon cas. Je pense que c'est le cas de beaucoup. Je crois que toi aussi, t'as été piqué par le truc d'un seul coup. On a senti l'énergie. tu m'en as un peu parlé, donc c'est intéressant. Ouais. Toi aussi, pareil, tu viens de te lancer aussi ou tu faisais quoi avant? T'étais Ouais, je me suis plus ou moins lancée avec mon asso il y a pas si longtemps en soi. Après, j'existais déjà avant, mais j'ai créé une structure. Ouais. T'as regroupé des gens comme ça? Un peu. Bon, un peu, ça commence à se faire. Plutôt sur le son, toi, du coup, c'est ça? Ouais, le son et le maquillage est fixe aussi. Ah oui. Voilà. C'est 2 trucs complètement différents. Totalement différent. Et toi, tu fais quoi alors, Guillaume? Moi, du coup, des petits événements avec soit des ateliers, soit plutôt des événements à thème pour des anniversaires, des enterrements de jeunes garçons, vie de jeunes filles, ou carrément des séjours dans des jeux typiques. Ah bon? Ouais. Ça, je ne savais pas. Et Je suis content de l'entendre. Et ben voilà. En fait, faut qu'on t'interviewe toi ici dans ton propre podcast. T'as vu mon côté animateur? Je donne la parole. Ouais. Mais tu vois, alors du coup, juste pour vous dire, j'ai été au Portland avec toi, c'était vachement bien. Ouais, bien amusé. Hein. Carrément. Nouveau public pour moi, donc merci Guillaume aussi de m'avoir permis d'accéder à un lieu que j'avais encore jamais fait. C'était avec plaisir. Bah ouais, donc à refaire, pourquoi pas. Carrément. On en rediscute pour les prochains mois. Avec plaisir. Je crois qu'on arrive à la fin du podcast. Est-ce que tu as peut-être d'un mot à ajouter ou quelque chose?
Croyez en vos rêves, puis vivez-les, c'est mieux parce que sinon vous allez finir un beau jour dans votre lit de mort en train de vous dire je regrette, j'aurais dû tenter ça, j'aurais dû dire ça. C'est un peu Faites-le. triste. C'est un peu triste, mais derrière c'est ce qui est surtout important et que ça marche pas, c'est pas grave, c'est une expérience pour la vie, vous serez meilleur derrière quoi. Donc moi je me suis pris quelques portes dans la tronche parce que j'ai raté mes études et que j'ai été à l'armée, j'ai pas aimé, donc je suis tombé tout en bas je pense, tout simplement et c'est beaucoup plus facile de rebondir. Donc des fois c'est un mal pour un bien. Tu touches le sol certes, mais tu peux plus que remonter et après tu attrapes toutes les bonnes petites ondes, les petites good vibes et c'est comme ça que tu te hisses. Et puis bah rester humble parce que du coup c'est comme ça qu'on est apprécié aussi et qu'on s'ouvre des portes. Donc voilà, faut pas arriver comme un cador. C'est vrai que ça c'est très important. Ouais. Et ben super, c'est un super mot de la fin, je crois. Ouais, Merci, C'était génial. Ben, merci à toi. à plus. Et ben à bientôt. Et ben, à Au revoir. bientôt. Ciao. Salut. Salut.